Salut à tous, 200 millions de critiques. Nous sommes donc à l'Institut du monde arabe à Paris, disons dans un ciel gris avec les toits magnifiques. Et nous sommes ravis de vous retrouver avec Julie Laferrière, donc de TV5 Québec Canada, Lise Lauretiat de TV5 Monde, ma chère Lise Laure, bonjour. Alain Gerlèche de la RTBF et donc Olivier Poivre d'Arvor de France Culture. Voici le sommaire. La nouvelle génération de la littérature africaine francophone brille sur la scène internationale avec une langue riche, revisitée et revivifiée, comme celle de Fiston Mwanza Mujila, écrivain congolais qui sera le point de départ de notre premier débat. Vous rêvez d'une œuvre originale dans votre salon, d'une sculpture dans votre jardin, rêve impossible, pensez-vous. Plus tant que ça dans l'espace francophone, grâce aux efforts conjoints de certaines institutions, via des artothèques qui fonctionnent comme les bibliothèques sur un système de prêt, et grâce désormais à des sites internet qui proposent le prêt d'œuvres d'art. En 2010, le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Belges y réclament désormais l'inscription de la frite. Ce qui nous amènera à notre dernier débat du jour qui sera consacré à une question goûteuse. La gastronomie est-elle de la culture ? Et cette semaine, dans le Zap Culture, nous avons décidé de rendre hommage à toute l'équipe de Charlie Hebdo. 200 millions de critiques, c'est parti. Premier sujet, donc la littérature africaine. Il y a de très nombreux auteurs africains. Mais ce qui est très important, c'est qu'il existe aujourd'hui, du Maroc à l'Afrique noire, une jeune génération, donc, et l'Algérie d'ailleurs aussi, une jeune génération d'auteurs qui sont en train de faire leur trou dans la littérature mondiale dans des proportions absolument extraordinaires. Et c'est le cas notamment de Fiston Mwanza Mujila, qui avait été l'un de nos coups de cœur lors d'une précédente émission avec vous, donc Alain Gerlach, oui, dans 200 millions de critiques. Il vient de recevoir le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour un premier roman. Je vous propose donc de faire plus connaissance avec lui. Regardez. Un quartier africain de Paris. Fiston Mwanza Mujila se rappelle Kinshasa et son lieu d'écriture, un bar sans lumière qu'il surnommait la grotte. Il a commis son premier roman, Trame 83, dans ce lieu de trafic illicite de chair humaine ou animale, de sexe et de bière, une véritable littérature locomotive qui circule jusqu'à l'explosion. Il faut sortir le texte du texte, et sortir le texte du texte, c'est l'aboyer. Toutes les nuits n'avaient pas la même chronologie de la bière. De la musique, de la danse, de fumeurs de la première fraîcheur, de brochettes à base de chant et de la folie. Ceux qui sortaient la nuit connaissaient l'intrigue. Disons la prosodie des événements, la conviction des circonstances. Écrire le texte, les mots comme les notes d'une partition. Le cracher à la maison de la poésie comme une transe qui vient de la Bible et de l'oralité des chants Nouba, le texte comme lieu de mémoire. En même temps, avec sa voix. Je travaille beaucoup en rapport avec le Kassala parce que tout simplement c'est une complainte, c'est comme une, c'est dans l'ordre du blues. Trame 83 est en cours de traduction en 5 langues, dont l'anglais et l'allemand, langue quotidienne de Fiston qui vit en Autriche, à distance du lien colonial Congo-Belgique. On a vraiment l'impression des fois de lire un long morceau de jazz avec des tempos différents. Et il y a des moments où il va changer de tempo, de cadence, juste quand il faut. Trame 83 a obtenu le prix du premier roman de la Société des gens de lettres. Ce roman, c'est un roman jubilatoire, c'est un roman bruit, un roman joie, un roman joui. C'est un roman absolument incroyable, d'une écriture époustouflante et que les membres du jury ont voulu justement récompenser pour son inventivité. Fiston Mwanza Mujila est un écrivain comme le Congo avec une énorme ressource minière pleine de pépites tout au fond. Mon cher Olivier, qu'est-ce qui a changé entre cette génération, donc ce garçon qu'on vient de voir, et la génération des grands écrivains classiques, les Gordimer, Coetzee et les autres? Le sujet est très compliqué parce qu'on parle d'Afrique. Si je parle d'un prix Nobel de littérature que j'ai bien connu qui s'appelle Narim Mahfouz, qui est né au Caire, ouais. Peut-être que ma voisine, qui est plus, je crois, camerounaise, dira « mais je ne connais pas, parce que ce n'est pas forcément même l'Afrique ». Donc on parle de cet immense continent. Tout de suite, vous avez bien dit, le problème c'est francophone-anglophone. Ouais. Aujourd'hui, un des grands écrivains traduits, aujourd'hui, dans le monde entier, est nigérian. On ne connaît absolument rien à la littérature du Nigeria. C'est le plus grand pays aujourd'hui en termes de population en Afrique, donc les Anglais connaissent, nous on ne connaît pas. Donc on parle d'un sujet extrêmement complexe et vous allez bientôt citer un écrivain beurre qui vit en France et qui écrit sur Belleville et qui n'est pas pour autant africain. Alors, ce qui fait qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des éditeurs courageux, Métayer en est un, il y a eu Continent Noir, Gallimard, il y a eu pendant des années Présence africaine, qui éditent des écrivains
qui malheureusement pour l'instant ne sont pas édités dans leur pays. Et je pense qu'on en parlera vraiment le jour où il y aura des maisons d'édition à Dakar, à Lomé, et pas uniquement en Afrique du Sud ou à Londres et à Paris. Donc Kinshasa, Brazzaville, oui, etc. Kinshasa, évidemment. Et ces écrivains aujourd'hui sont encore soumis à notre jugement, aujourd'hui, par exemple, pour savoir si ils existent. Ils ont toujours existé. La littérature est entrée dans l'histoire en Afrique il y a très longtemps. Et depuis les années 30, 40, il y a eu des prix Nobel, il y a eu des grands écrivains sud-africains, en effet, que vous avez cité, que dit Gordimé. Il y a eu Wole Soyinka au Nigeria. Il y a toute une génération, évidemment, aujourd'hui, dite littérature monde, parce que comme on ne sait pas très bien les caser, et une fois sur deux, les gens vous citent un haïtien, parce qu'ils pensent que ça fait partie de cet ensemble-là. Mais c'est les Tierno Monenembo, qui ont été récompensés récemment encore. C'est Scholastique Mukasonga, qui est une écrivain rwandaise formidable. Et c'est des femmes, parce qu'on a cité beaucoup d'hommes. Il y a une littérature avec Fatou Diom et d'autres, de femmes qui sont en train d'apparaître, mais qui sont encore aujourd'hui en difficulté, en ce sens qu'il faut qu'elles aillent éditer leurs bons livres à Paris ou à Londres. Alors Lise-Laure, Alain et vous, Julie, au fond, qui pourrait-on présenter aujourd'hui à tous ceux qui regardent 200 millions de critiques, une fois par semaine, Lise-Laure? Ce qui a fondamentalement changé, pour revenir à la question tout à l'heure, ce qui a fondamentalement changé dans la littérature africaine, c'est que juste après les indépendances, beaucoup d'écrivains utilisaient les essais, les nouvelles pour critiquer un peu les colons. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus libre, comme par exemple Fiston Mwanza Mujila de Tram 83, on est beaucoup plus libre. Maintenant, on ne critique plus les colons, mais les gens qu'on critique, c'est plutôt les gouvernements en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette indépendance? Et Fiston, justement, critique le gouvernement avec l'histoire du général dissident, avec les personnages qu'il campe, revisite son Congo, notamment Lumumbashi. Et c'est pour ça qu'il parle de la ville-pays Lumumbashi qui se situe à 200 km de Kinshasa et qui, à elle seule, est une ville. Et là, il la regarde, il l'observe et il dit sa part de vérité. Julie. Eh bien, moi, Écho au Québec, par exemple. Écho au Québec. Eh bien, moi, je vais vous remercier de m'avoir soumis ce sujet parce que je dois m'inscrire comme néophyte par rapport à la littérature africaine. Mais à ma décharge, je ne suis pas la seule parce que je suis allée à la rencontre d'un libraire chez Gallimard. Il y a une très jolie librairie à Montréal, Gallimard, qui, vous le disiez, tient notamment la collection Continent Noir. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez un grand lectorat de littérature africaine? Et on m'a confirmé qu'au Québec, question de distribution, d'édition, de curiosité de notre part. Il faut aussi faire preuve de curiosité parce que moi, la rencontre que je fais avec cet auteur, c'est phénoménal. Il y a là une langue, c'est sensuel, c'est puissant. Et il y a peut-être un écho à faire avec Dany Laferrière, avec qui je partage fièrement un patronyme, mais qui est une littérature d'exil. C'est-à-dire qu'il vit toujours en Autriche. Oui. Il vit toujours en Autriche. Donc, il y a une perspective et une distance qui est prise sur le pays d'origine, qui, comme chez Dany Laferrière, quand il parle d'Haïti, donne une saveur et une intensité, une lucidité. Parfois, c'est magnifié, que j'ai retrouvé chez cet auteur aussi. Et c'est des écritures assez rares et très puissantes, je dirais. Et nous, peut-être pour notre proximité plus grande avec les Caraïbes ou les Antilles, on a, par exemple, des auteurs comme Pedro Juan Gutiérrez, à qui j'ai pensé en lisant ceci. Peut-être que vous le connaissez. Il a écrit Trilogie sale de la Havane, qui est donc, c'est ça, une écriture qui est dans la peau, dans le climat humain, dans les liens entre les gens. C'est vraiment, en tout cas, moi, je dirais... Une découverte. Ah oui, à lire, vraiment. Mon cher Alain. On ne juge pas un écrivain à la couleur de sa peau, mais évidemment, il véhicule son passé, son histoire, celle de son environnement, de son pays, puis lui-même, souvent, revendique quelque chose. Une appartenance, et on pourrait une parler culture. aussi d'un écrivain que j'ai déjà cité en coup de cœur ici, Nkoli Jean Bofan, qui a aussi écrit un livre sur le Congo. Mais moi, ce qui m'interroge quand même, c'est de savoir comment ces écrivains issus de l'Afrique, mais qui vivent ici en Europe, en Belgique ou dans d'autres pays, en France, en Autriche même, sont vus dans leur pays d'origine. Parce que si l'on veut, comme le disait Olivier, ma foi forte à propos, à mon sens, qu'on encourage les écrivains qui sont sur place et aussi les lecteurs, il faut aussi que ces phares reconnus dans nos pays, ce qui ne les rend pas nécessairement meilleurs, mais qui leur donne quand même une certaine aura,
soit aussi ressenti comme émanant de l'Afrique et pas simplement des expatriés. Donc moi, ça, c'est une question, je n'ai évidemment pas pu le vérifier, mais je pense que c'est une question fondamentale. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'on leur a donné un nom à ces écrivains qui vivent à l'extérieur. Certains les appellent les écrivains de la migritude, c'est-à-dire de la négritude et de l'émigration, et l'autre les appelle les afropolitains. Mais ils ont beaucoup de problèmes parce que, comme dit d'ailleurs Fiston, où est-ce qu'on sera lu? Qui va acheter nos livres? Quel est le coût du livre en Afrique? Et le gros problème, c'est qui donne les prix? Parce qu'il y a quasiment pas il y a très peu en Afrique de personnes, je sais pas, de commissions qui statuent pour attribuer les prix. On est bien vu quand on part de l'étranger et là on nous donne des prix, comme Mabankou qui a le prix Renaudot, comme Léonora Miano qui a le prix Femina l'année dernière, mais quels sont les prix africains? Et ça pose un véritable problème. Il n'y a pas un tri sur place, comme le disait Élise Laure, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de prix. Et à part quelques prix Nobel, on a l'impression que quand on rentre dans la grande compétition internationale, ils sont quand même toujours à la porte. C'est quand même l'énorme paradoxe de la littérature dont on parle aujourd'hui, parce que la littérature latino-américaine, elle est lue par des millions de latino-américains. Or, cette littérature africaine dont on parle et qui est très multiple, constituée de femmes, de nouveaux, de vieux, d'anciens et de plein de gens qui sont en train de naître, elle n'est pas lue en Afrique. Elle est très peu lue en Afrique. D'abord parce qu'elle n'est pas distribuée, en effet, le problème est là. Et les éditeurs français que je connais sont très responsables parce qu'ils bloquent les droits. Ils pourraient libérer une partie des droits, y compris à travers le numérique. Sachant qu'ils ne vont pas les vendre, leurs livres, nécessairement à Cotonou ou dans d'autres pays, mais ils les bloquent cependant. Et à part dans le Maghreb, où là, en effet, il y a une distribution, ces livres ne sont pas distribués. Et par ailleurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas revendiqués en tant que tels. Donc c'est quand même une littérature qui se construit, en effet, sur des thèmes de l'exil, qui emprunte, je crois que Tram 83, c'est un tram bruxellois bien connu, qui emprunte comme ça quelques liturgies de notre patrimoine européen. Est-ce qu'ils se sentent acceptés par le monde francophone? Ils se sentent... Parce qu'il y a une attirance, et en même temps, est-ce qu'ils ont l'impression que cette attirance, au fond, nous la partageons avec eux? Parce que Mabankou, par exemple, il est parti aux États-Unis. Parce que ça, c'est le système universitaire français qui n'est pas fichu de donner une chaire, comme elle ne l'a pas fait plus avec Édouard Glissant, un grand intellectuel, dès lors qu'il n'a pas les diplômes requis. Donc, aux États-Unis, il est accueilli comme un roi, en effet. Mabankou, mais enfin il est quand même, il habite aux éditions du Seuil, hein, si j'ose dire, donc il est vraiment très lié à la France. Non, je pense quand même que d'abord ils ont beaucoup lu la littérature française et francophone, et qui participent pour nous en tout cas à une espèce de renouveau de la langue assez extraordinaire, assez magnifique, et il faut attendre beaucoup de cette littérature, hein, avec les chiffres de la démographie, c'est là où ça va se passer. Je pense que le prochain Gallimard des années 2020-2030, il sera au Nigeria, il sera à Dakar. Il va se passer quelque chose de très fort, car ils ont une écriture, en effet, y compris dans le domaine du théâtre. Le Festival d'Avignon leur a rendu hommage, extrêmement dynamique. Mais pour revenir à la question de Guillaume qui demandait est-ce qu'ils se sentent acceptés, moi je me souviens avoir été au Salon du Livre quand le livre Les Noirs dans les camps nazis était sorti. Serge, Serge Billet, qui vit en Martinique, disait que lui, il avait eu le sentiment que son livre n'avait pas été pris en considération parce qu'on déniait au fait qu'il y ait eu des Noirs dans les camps nazis. Et la même position également pour Léonora Miano, qui est camerounaise, qui a le prix Femina, dont les livres se vendent, mais dont les écrits dérangent. Donc elle a le sentiment de ne pas être acceptée dans ce Gotha littéraire français. Mais c'est une question fondamentale. Il faut quand même aussi que, pour que ces écrivains puissent émerger et vivre dans leur pays, il faut qu'ils y soient édités. Mais il faut aussi que leur liberté de ton, et vous disiez qu'aujourd'hui, ils parlent de la société contemporaine, pas celle de la colonisation. Et donc cela implique aussi la critique des gouvernements, des régimes, de la société. Il faut que ce soit aussi toléré. Et donc c'est un excellent test de la liberté d'expression en Afrique. Je voudrais qu'on lise... Je rappelle que Tram 83, paru aux éditions Métaillé, sera traduit cette année en 5 langues, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'italien et le catalan. Je voudrais donc lire les tweets qui sont importants, puisque vous savez que vous pouvez participer avec les tweets à cette émission ainsi qu'au site internet de TV5 Monde. C'est un tweet de Lord Asdo Basic, étudiant gabonais, qui nous dit qu'il a commencé à apprécier la littérature africaine au second cycle grâce à l'un de ses professeurs qui est également un auteur qui s'appelle Mdiengi, dont le principal ouvrage s'intitule Les bas-fonds de Libreville. Le deuxième tweet est un tweet de
Chroniques Ampiantu, site internet dédié à la trilogie du même nom, les Chroniques de l'Ampiantu, de l'auteur congolais donc Momim Bouzé Nougamui, qui nous dit qu'avec ses livres, la littérature africaine a aussi son Seigneur des Anneaux. Et on termine avec un tweet de Patricia Coignard, qui est journaliste et qui nous invite à lire un article de Forbes Afrique avec une interview de Jean-Marie Gustave Leclésio, donc prix Nobel de littérature, président de l'édition 2014 du prix des 5 continents, distinguant donc la littérature africaine. Voilà pour les tweets. N'hésitez pas évidemment à participer par ces tweets et par le site internet à l'évolution de 200 millions de critiques. Ma chère Lise, au revoir. Olivier, donc on se retrouve tout à l'heure. Dans un instant, Michel Serruti et Estelle Martin pour nous retrouver pour le second sujet qui concerne l'art pour tous. Car vous savez, pour vivre, l'art doit être vu. Alors, les musées et les galeries, on en a beaucoup parlé ici, permettent évidemment de voir de grandes œuvres. Et on va parler maintenant d'un site de prêt d'art. C'est Catherine François de Radio-Canada qui nous fait découvrir donc cette initiative qui est ô combien intéressante pour rendre l'art le plus populaire possible. Regardez. Aimeriez-vous accrocher une de ces toiles dans votre salon sans sortir votre carnet de chèques? Eh bien, grâce à Art Bang Bang, c'est possible. Le concept est simple. Via un site Internet, des artistes offrent leurs œuvres d'art à des particuliers qui peuvent les emprunter gratuitement pour une période déterminée. En échange de quoi, l'emprunteur fait la promotion de l'artiste via son entourage et les médias sociaux. Un concept novateur mis en place par Frédéric Marseille. Donc, il y a tellement de gens qui créent et tout le monde, systématiquement, a des murs chez eux. Nous avons des murs et plusieurs de ces murs sont vides. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les œuvres de tous ces artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sur les murs de nous tous qui sont vides? Le mur du salon de Laurence Girard vient tout juste de s'orner de ce tableau. La jeune femme est ravie. Et nous autres, ça nous permet non seulement justement d'avoir cette vitrine-là, mais aussi de mettre un peu de joie sur nos murs, là, plutôt qu'ils soient juste vides et blancs. Laurence a beaucoup apprécié sa rencontre avec l'artiste Nicole Beaulieu, qui est venue l'aider à installer son tableau et lui a laissé un catalogue de ses œuvres ainsi que des cartes d'affaires. Art Bang Bang, en plus de démocratiser l'art, permet une rencontre plutôt rare entre l'artiste et son public. Un concept que Linda Luntinger adore. C'est une belle expérience de rencontrer les gens qui viennent chez toi pour emprunter l'œuvre, parce qu'en fait, c'est des étrangers, donc c'est sûr que ce n'est pas la même situation quand tu vas dans une galerie d'art puis t'achètes. C'est beau, c'est personnel, puis tu sais, tu t'apprends à connaître pourquoi cette personne-là a emprunté cette œuvre-là. Linda a déjà vendu 2 des tableaux qu'elle avait prêtés. Ce système aide l'artiste à se faire connaître et à gérer sa carrière. Ce que j'aime le plus, en fait, c'est que ça me pousse à créer. C'est stimulant. Quant à Laurence, elle a déjà pris contact avec un autre artiste pour poursuivre la décoration de son salon. Depuis 1 an que ce système est en place et la mise en ligne de la plateforme Art Bang Bang, 200 artistes sont inscrits et plus de 250 œuvres ont été prêtées. L'art est fait pour être vu et il vit quand il est vu. Voilà pour le sujet. Bonjour mon cher Michel, bonjour Estelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre justement de cette initiative? Moi je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est vrai qu'en France c'était l'État qui a décidé, qui était déjà très bien, mais je trouve que c'est une bonne idée que ça vienne du citoyen. Et là en plus ça fait fonctionner les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça fait vivre une œuvre d'art grâce à Facebook, grâce à Twitter. Et je pense que tout ce qui peut faire rayonner l'art plutôt que des artistes gardent leur toile dans un coin quand on n'est pas très connu, c'est toujours important de se faire connaître et pourquoi pas par les réseaux sociaux et pourquoi pas en permettant à des personnes comme vous et moi qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir un Picasso de mettre une toile ou une sculpture d'un artiste émergent. Pour ce qui est de Picasso, c'est indéniable, Julie. Et cette initiative fait belle part à la relève, entre autres. Et ce qu'on peut faire avec ces œuvres, c'est éventuellement les acheter aussi, les acquérir, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire avec l'Artothèque. Donc, effectivement, les artistes en art visuel ont besoin de réseaux, de réseauter, de trouver une clientèle qui ne pourrait pas les connaître autrement. Mais il y a tout l'aspect sensuel qu'on n'a pas à travers des pages web aussi. Il faut que ce soit une porte d'entrée. Il faut que ça demeure une porte d'entrée qui ensuite vous amène soit à acquérir l'œuvre, soit à vous rendre au musée, soit à véritablement appréhender ces œuvres de manière plus charnelle. En Suisse, c'est compliqué. Hein. En Suisse, les artothèques, il y en a 1,5, on va dire ça comme ça.
elle est formidable. La demi, elle est incroyable. Je n'irai peut-être pas jusque-là, sans être dépréciatif. Ils vendent que des bustes. Non, il y en a une qui a été créée en 2011, qui commence à émerger du côté de la Suisse alémanique, du côté de Saint-Gall, mais c'est très restreint encore. Et puis il y en a une autre qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, mais qui est l'œuvre d'une association de droit privé, qui était une initiative d'un créateur, qui est la Pinacothèque de Genève, qui propose justement la location de vente et pourquoi pas d'achat, mais à l'échelle étatique, à l'échelle, on va dire, administrative, institutionnelle, il n'y a rien, il n'y a pas d'initiative. Tout le monde est partant pour dire oui, ce serait une très bonne idée d'ouvrir des artothèques. Les bibliothèques, quand on les approche, disent oui, c'est une très bonne idée, mais alors on ne sait pas où mettre les œuvres, on ne sait pas comment faire, on ne veut pas s'en charger. Donc ça reste pour l'instant en Suisse à l'état embryonnaire. Bonne idée, mais pas réalisée. Alors qu'en France, il y a un maillage impressionnant. Oui. C'est vrai que ça a commencé au Havre, mais on peut en trouver dans l'Aveyron. Enfin, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et le problème, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à communiquer. C'est-à-dire que le principe est vraiment bien, l'artothèque, c'est-à-dire louer des œuvres d'art, c'est quand même super intéressant, mais les personnes ont du mal à franchir le pas, c'est-à-dire aller à l'artothèque et à louer, à prendre une œuvre. Ça a l'air compliqué. Oui. Mais est-ce qu'il existe dans l'artothèque justement des choses intéressantes? Parce que le problème, c'est pas simplement de diffuser. Par exemple, la Fondation Warhol aux États-Unis, ils diffusent tout ce que vous voulez dans le domaine de la sérigraphie, du t-shirt, etc. Est-ce que dans les artothèques, on découvre des artistes intéressants ou, soyons provocants, c'est la zone C de l'art d'aujourd'hui, voire la zone Z? C'est le risque. Non, mais ça peut être le risque, mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'à Caen ou au Havre, il y a des artothèques qui proposent des vrais artistes. Après, c'est vrai qu'avec Art Bang Bang, ce sont plus des artistes émergents. On parlait de cette initiative qui a lieu au Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement au Québec, mais en France, à Londres. Là, je rebondis juste sur le côté site internet. C'est vrai qu'il y a un manque de concept, peut-être un manque de toucher, de charnel, mais au moins ça permet de mettre des artistes en réseau. Et c'est ça qui est intéressant dans l'artothèque, justement, c'est que là, il y a une confrontation directe avec l'œuvre. Alors, il y en a deux en Belgique francophone, il y en a une dans une maison de la culture de la région bruxelloise, au Lubilis, il y en a une autre qui vient de s'ouvrir à Liège dans le cadre d'une bibliothèque. Et là, je trouve que c'est intéressant, parce que Michel se posait la question de l'accès, mais justement, si on insère l'artothèque, plutôt que de l'avoir de façon isolée, si on l'insère dans une structure culturelle déjà existante, comme par exemple une bibliothèque où les gens vont chercher ou un musée, où les gens, mais une bibliothèque en plus, là, les gens vont déjà emprunter des choses, chercher un livre, le regarder, le palper, commencer à lire quelques pages avant de savoir s'ils peuvent l'emporter. Si on met des œuvres là à la disposition des gens, et c'est le cas, ça est ouvert il y a quelques mois, et les gens peuvent emporter une œuvre chez eux. C'est dans le cadre de bibliothèque? Voilà, c'est dans le cadre d'une bibliothèque, celle des Chirous à Liège. Il y a donc un département, si j'ose dire, artothèque, avec des œuvres essentiellement, pour l'instant, parce qu'il faut bien démarrer, et c'est aussi une volonté des initiateurs, avec des artistes de la région et des artistes belges francophones, ce qui leur donne aussi une visibilité. Alors, c'est pas Klein, bien sûr, mais ce sont peut-être des artistes qui seront reconnus demain. Et de toute façon, ils ont tous démarré petits, si j'ose dire, en parlant de Klein. Je pense. Mais voilà. Et donc, mais surtout, le fait de faciliter le contact. Je pense que pour toute une série de gens, une œuvre d'art, c'est impressionnant. Le fait de pouvoir la ramener chez soi. Et il y a une belle phrase. Ils disent, nous voulons fidéliser nos lecteurs avec ce nouveau service, donc ils veulent se diversifier, mais nous voulons aussi faire en sorte que les gens puissent dialoguer avec une œuvre d'art qu'ils auraient chez eux. Et l'artiste. Et évidemment par l'artiste, évidemment. Mais l'artiste après l'œuvre. Mais ça, c'est très important, ce que vous dites, parce que je trouve que dans ces initiatives, autant avec Art Bang Bang et les artothèques, c'est qu'on veut désinhiber ou on est un peu intimidé par une œuvre d'art quand on n'a pas un accès facile ou un dialogue. Parce qu'on n'est pas tous François Pinault, on ne peut pas tous acheter 3 Andy Warhol pour 134 millions. Donc, de pouvoir juste entamer le dialogue en rapportant chez soi une œuvre pour 1 mois, 2 mois, 1 année. À l'Artothèque à Montréal, il y a dans le corpus d'œuvres, il y a Riopelle, il y a Tousignan, il y a certains artistes établis, il y a d'autres artistes plus émergents, c'est certain. Mais ce qui soulève comme question, quel rapport on doit avoir avec une œuvre? Est-ce que ça se loue? Est-ce que ça s'acquiert? Est-ce que ça s'emprunte? C'est une bonne question. Et puis, il y a une question éthique aussi. Quand les musées se mettent à louer à d'autres musées leurs œuvres, est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose de plus fluide comme échange? Est-ce que dans un désir de démocratiser, bien, chaque citoyen de chaque ville mériterait de voir un Chagall, un Picasso? Bon. Après, il faudrait des bonnes assurances. Mais ce qu'il faut avec les artothèques aussi, c'est qu'ils prêtent à des écoles, qu'ils prêtent aux entreprises. Oui. Et là aussi, c'est toujours cette volonté de démocratiser l'art. Et ça, je pense que c'est important. Quand même,
les artistes reçoivent un pourcentage quand il y a de la location. Donc, je parlais au directeur de l'Artothèque à Montréal, puis je demandais, bon, qui est votre clientèle? Qu'est-ce qui revient aux artistes et tout? Oui, mais c'est important aussi, hein, la rémunération. Mais c'est un pis-aller, Julie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que les artistes, pour avoir lu un travail de mémoire d'une étudiante en Suisse qui a interviewé les artistes, le premier choix, c'est de vendre une œuvre. Bien sûr. Ça, c'est clair. Après, éventuellement, enfin pas après, éventuellement, si on n'a pas le choix de vendre une œuvre tout de suite, on veut bien la louer ou qu'elle passe par une artothèque. Mais ils ont un pourcentage sur la location. Mais multiplier les diffuseurs, c'est peut-être aussi une façon de vendre à terme. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas, mais pour Art Bang Bang, effectivement, les artistes peuvent vendre. Ouais. Alors, c'est pas la majorité, mais au moins, ça leur fait au moins un autre moyen de vendre plutôt qu'une galerie où ça peut être aussi compliqué. Je ne connais pas exactement le circuit, mais est-ce que c'est pas mieux pour des artistes d'avoir plusieurs portes d'accès? Il faut bien distinguer ce qu'on voit, les sites sur Internet et alors les artothèques. Vous me dites, Frédéric, que j'ai eu en ligne, elle vraiment, ça part. Alors c'est peut-être très utopique de sa part, mais elle se dit c'est dommage, il y a des artistes qui sont là avec des œuvres qui sont entassées chez eux. Il y a d'autres personnes, au lieu de mettre un poster, qui sont allées acheter dans une grande surface, pourquoi ne pas mettre des artistes vivants? Et après, ça peut changer. Après, si vous aimez vraiment, il faut aussi avoir confiance dans l'œil de la personne qui décide de promouvoir, de choisir cet artiste. Je pense que s'il le choisit, c'est qu'il a un goût pour cet artiste. Après, est-ce qu'il a envie ou pas de le garder? C'est quand même... En tous les domaines de l'art, le goût, c'est une guerre. C'est pas simplement... Il y avait un grand collectionneur qui était le fils des marchands impressionnistes. Il disait tout le temps, quand il rentrait dans une galerie, c'était le fils de Durand-Ruel qui a racheté tout le pop art américain. Il rentrait dans une galerie. Donc en venant de la guerre d'Algérie, il a vendu les monnaies, tout ça, il en avait ras-le-bol. Il avait été très marqué par la guerre d'Algérie. Il rentrait dans une galerie, il disait « ça me plaît, ça doit être de la merde ». Et je pense que c'est quand même aussi une démarche fondamentale intellectuelle. On ne peut pas distribuer tout dans tous les sens. C'est comme si à chaque fois que vous sortiez d'un bar à la fête de la musique, vous tombiez sur Miles Davis et John Coltrane. La réponse est non. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est une démarche intellectuelle de se dire j'ai envie d'avoir de l'art chez moi, donc je vais voir sur Internet s'il y a des sites qui peuvent me proposer ça. C'est aussi une démarche plutôt que d'aller, encore une fois, dans un centre commercial ou même d'aller dans une artothèque. Moi, j'avoue que je ne suis jamais allée dans une artothèque. J'ai même pas eu l'idée, alors que j'aurais pu. Non plus. Et vraiment, alors c'est dommage. Et nous, on en a beaucoup. En plus, il y a celle de l'État, mais il y a aussi des individus qui décident de se lancer là-dedans. Je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée, une démocratisation. Il ne faut pas voir l'artothèque comme une finalité, Guillaume. Je suis d'accord avec vous. J'entends ce que vous dites. Malgré ma voix de... Non, mais j'entends ce que vous dites. Mais je pense que c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Il faut voir l'artothèque comme une porte d'entrée. Ça n'enlèvera pas les musées, ça n'enlèvera pas les critiques d'art, ça n'enlèvera pas la connaissance personnelle qu'on peut en avoir et qu'on doit en avoir. Les artothèques sont aussi, me semble-t-il, dans la mesure où elles émanent aussi de structures qui ont publiques, qui ont une finalité culturelle et une finalité pédagogique, didactique même. Je pense que c'est fondamental. Il y a l'art, il y a l'artiste, mais il y a aussi le public. Nous n'avons sans doute pas la même histoire familiale, mais moi je suis sensible de par mon histoire justement à ce qui permet à un public très large de découvrir l'art, de se l'approprier et de ne plus en avoir peur. Bon, moi, la première fois que je suis entré dans un musée, j'étais impressionné. Voilà, dans un musée d'art moderne, j'étais impressionné. Eh bien, il est important que le public ne soit plus impressionné et puisse y trouver du plaisir. Puis il faut le dire, l'art contemporain, c'est un langage compliqué. C'est peut-être une façon aussi d'apprendre ce langage-là, un pas à la fois, une parole à la fois, pour perfectionner sa connaissance et éventuellement peut-être acheter un tableau en bout de ligne. Mais ça peut être effectivement une très belle porte d'entrée. Voilà, donc nous allons lire les tweets. On commence par un tweet d'Agnès Maillard qui évoque la Galerie Bleue à Riscle dans le Gers, qui accueille les enfants de primaire et de collège afin de leur faire rendre l'art accessible, d'en faire un support d'éducation pour tous. Et pour finir, un tweet de Pascal Kaiser, directeur de projet digital pour Mons 2015, qui partage avec nous la photo du couvent des Ursulines de la ville de Mons, qui sera converti en artothèque d'ici avril 2015, tant mieux, et bien évidemment que nous sommes tous pour la démocratisation de la culture, autrement ça n'aurait aucun sens. Et puis vous participez sur le site internet de TV5 Monde à l'évolution de 200 millions de critiques, et on est ravis toutes les semaines de vous accueillir, ma chère Julie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Guillaume. Merci de votre indulgence pour ma voix. Dans un instant, donc, on va parler de gastronomie. La gastronomie est-elle une culture? C'est un débat qui existe depuis longtemps, mais il y a des éléments nouveaux que nous allons découvrir juste après le zap que voici. La une dont tout le monde parle, celle du journal des survivants, comme ils se sont eux-mêmes surnommés. Tout est pardonné, formule apaisante que l'on peut lire en couverture de Charlie Hebdo qui sortira demain à 3 millions d'exemplaires. Une diffusion sans précédent
pour un journal habituellement tiré à 60 000 exemplaires. Un portrait de Mahomet s'imposait, selon le dessinateur Luz, pour ne pas paraître cédé face aux terroristes. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. À l'intérieur, c'est toute l'âme de Charlie Hebdo avec des dessins des disparus, Cabu, Tignous, concentré de liberté d'expression qui n'épargne aucune religion. Wolinski, Cabu, Tignous, Charb. Oh, moi je fais plus rien là, faites écriture. Une bande de copains, des anciens d'Harakiri rejoints au fil du chemin par des admirateurs devenus des pères. C'est ça Charlie Hebdo, une famille qu'on ne quitte jamais vraiment. Hein? Il n'y a pas de chef ici. Il y en a qu'un qui pourrait être un chef ici, parce qu'il a le tempérament, c'est Choron. Mais on n'a pas un seul d'entre nous qui a un tempérament à être... Le sous-chef. Je suis un type engagé, ça se voit pas, mais... Derrière ses lunettes rondes, il était l'une des figures les plus emblématiques du journal. 60 ans que Cabu croquait sans concession les travers de son époque. Georges Wolinski faisait lui aussi partie de l'aventure Charlie Hebdo depuis le début. Je ne pensais pas devenir dessinateur. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Tignous, cœur tendre, plume aiguisée, capable en quelques traits de tourner en dérision les paradoxes de l'actualité. Son collègue Charb parle de l'islam. C'est une religion qui fait peur, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est pour parler des attentats commis par une extrême minorité. Charb est mort assassiné. Et c'est un métier à risque. Un peu partout en France, depuis plusieurs heures, des centaines de milliers de personnes se rassemblent. Entre leurs mains, des bougies et un message sobre. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie. Je suis Charlie. Thank you. Ensuite viendra la possibilité de vitupérer les islamistes, de se les payer, entre guillemets, et donc arrivera la petite guéguerre habituelle. Le sang qui a coulé va faire couler encore beaucoup d'encre, mais finalement c'est toujours l'encre qui va gagner. Je me battrai pour un monde libre, mais avec mon crayon. Il faut pas lâcher le crayon, quoi. Il faut se battre, quoi. Spirou et Charlie, le célèbre groom déchire son uniforme et s'engage en hommage à Charlie Hebdo. Dans la rédaction du journal à Marcinelle, on prépare un numéro hors série, une première. Plusieurs grands médias anglo-saxons ont choisi la plus grande prudence en décidant de ne publier aucune caricature liée à l'islam. Un coup de gage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. La seule réponse à la barbarie, c'est la culture. Et la culture, c'est la musique aussi. J'ai voulu être djihadiste, avoir ma tête dans les journaux. S'il y a un soir où il faut pouvoir complètement se lâcher, non, c'est bien ce soir. C'est bien ce soir pour rendre hommage à Charlie qui était peut-être les plus punk. Nous allons parler maintenant de la gastronomie comme culture. La question se pose évidemment depuis des années. En 2010, par exemple, le repas gastronomique à la française a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce sont désormais les Belges, nos amis donc proches de chez vous, mon cher Alain, qui réclament que les frites soient inscrites, elles aussi, par l'UNESCO au patrimoine culturel de l'humanité. Cette revendication a été l'objet d'un sujet de nos confrères de France 2 que nous découvrons. Charnue, blonde et surtout bien dorée, elle est sur toutes les lèvres. La frite, une véritable institution en Belgique. Assez bonne. Délicieuse. Délicieuse. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup même d'étrangers quand ils viennent visiter Bruxelles qui viennent ici spécialement pour les frites. Partout d'où on vient, les gens veulent nous les goûter, donc
C'est comme la moule. La frite belge, mondialement reconnue, au même rang que la gastronomie française ou que le Mont-Saint-Michel. C'est en tout cas la volonté des autorités belges. Après les Flamands, les francophones et germanophones du plat pays aimeraient inscrire leurs frites au patrimoine de l'UNESCO. Une vision largement partagée, comme ici, dans la plus célèbre friterie du royaume. C'est le folklore belge. Et on serait très content qu'on ait reconnu. Pas trop de sel, c'est pas bon. Pour défendre la belle blonde, le ministre de l'Agriculture belge a même endossé le tablier. C'est une des fiertés des Belges et parfois il y a des esprits chagrins qui trouvent que c'est peut-être pas assez cultivé. Moi je trouve que c'est très culturel, c'est notre savoir-faire, ce sont nos produits, c'est notre pays. De l'autre côté de la frontière, où les baraques à frites font aussi partie du paysage, on reconnaît pour un peu la supériorité de la frite voisine. C'est vrai qu'ils ont quand même une cinquantaine d'années d'avance sur nous pour la frite. Je pense que la frite belge, ça fait partie de la culture culinaire belge. Un patrimoine qui mérite bien ses lettres de noblesse. Quelque chose d'aussi traditionnel, d'aussi populaire, ça mérite tout à fait de faire figure de toute une tradition. Et donc très sérieusement, je pense que ça a sa place à l'UNESCO. Français et Belges unis derrière la frite, et ce n'est pas une blague. Mon cher Alain, est-ce que vous connaissiez cette revendication? Oui, évidemment. Oui. Bien sûr, ça fait partie de notre histoire nationale, de notre culture peut-être. Cela dit, je pense qu'on n'a pas besoin de reconnaissance internationale pour que la frite continue à être le plat national. Et ça ne peut pas être le ferment de l'union entre flamands et wallons? Oui, mais alors est-ce que la gastronomie est de la culture? Oui. Mais moi, ce qui me dérange un tout petit peu là-dedans, c'est que je ne voudrais pas que ça véhicule des relents un peu nationalistes, identitaires, en disant seule la vraie gastronomie belge ou française ou suisse ou québécoise fait vraiment partie de notre patrimoine. Et tout ce qui est venu après, venu d'autres origines, d'autres communautés, etc., c'est moins bien, parce que j'ai un peu peur de cette récupération. Mais pour le reste, allons-y, oui. Non, moi je pense que c'est un sujet très sérieux. Ah oui, mais tout à fait. Et grave, dans le fond, parce que la cuisine, la gastronomie est à peu près la seule garantie de la diversité culturelle dans ce monde aujourd'hui. Alors la globalisation l'attaque, il y a des grandes chaînes de distribution de fast-food, c'est vrai, mais néanmoins quand même. Et surtout, tous les pays ont leur chance. Les petits pays d'exilés, les Italiens ont réussi à vendre leur affaire, qui est la pizza dans le monde entier. Les Chinois ont réussi, à travers l'immigration, à conquérir, et les Japonais récemment, avec très peu de Japonais en Europe, à rentrer dans nos cultures. Et je trouve très passionnant ce mouvement des cuisines du monde aujourd'hui, qui n'est pas nationaliste, mais qui quand même témoigne en effet du génie du lieu, du génie des femmes très souvent, qui ont perpétué à travers les générations entières des recettes, des menus, des plats, et qui font vivre autour de ça toute une culture qui, au sens d'une agriculture traditionnelle souvent, et qui permet à des produits de continuer à exister. Donc c'est beaucoup plus qu'un élément culturel, c'est un élément fondateur d'une civilisation. Oui, tout à fait. Et je trouve que le fait même que l'UNESCO s'intéresse en effet à ce patrimoine-là et le classe, pour certains, après tout le repas national, c'est une expression qui n'est pas très jolie, je trouve. Enfin, c'est ça qui dérange. Chez vous, en effet, c'est cet objet qui fait rire, qui est la frite, mais quand même délicieux entre nous, et qui est particulier chez vous quand on les mange dans les baraques, où c'est fait très bien. Ou dans le nord de la France aussi. Voilà. Hein. Et parlons évidemment de ceux qui nous regardent, de la cuisine africaine, qui est absolument magnifique. Ma fille est togolaise, et donc, sa nounou étant togolaise, je mange de la cuisine togolaise à peu près tous les jours, et je peux dire c'est formidable. Il y a une manière de cuire le poisson que même dans ma petite Bretagne natale, on ne connaît pas. Estelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est avec l'UNESCO, j'entends, pour intégrer la gastronomie au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a le côté rituel, c'est-à-dire qu'on salue ce côté français, enfin on met en avant le côté français de se réunir autour d'une table, le côté convivial, le fait qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, hein, c'est bien expliqué, c'est drôle dans les critères. Et c'est vrai qu'en France, on peut voir je voulais vous parler d'une initiative qui est assez intéressante, qui s'appelle le Goût de l'autre, c'est dans le 4e arrondissement. Et en fait, ils proposent de réunir des Français et des sans-papiers autour d'un dîner. C'est le dîner, et ça s'appelle le goût de l'autre. Et c'est exactement ce concept de rituel, c'est-à-dire se retrouver autour d'un repas, et que d'un coup, tout le monde devient
égaux, c'est-à-dire que ce soit on soit sans papier ou qu'on soit français. Et les repas sont faits avec des entrées et desserts typiquement français. Et en revanche, le plat de résistance qui est cuisiné par un des migrants vient soit du Togo, soit vient de Chine, du Cambodge. Et c'est autant de témoignages. Et je trouve que là, ça réunit les deux. C'est une culture. Eh ben, oui, c'est une culture. Parce que quand on voit ces personnes qui pour retrouver leurs racines, pour parler d'eux et de leur pays, qu'ils ont dû quitter souvent pas pour des raisons un peu compliquées, eh ben, on sent que c'est culturel. Oui, effectivement, pour eux, c'est de retrouver une certaine forme de culture. Moi, je pense qu'évidemment, la cuisine et la gastronomie sont affaires culturelles. D'ailleurs, les ethnologues s'y sont penchés, Lévi-Strauss notamment. Bien sûr. Et puis, voilà, c'est un acte fondateur de la société parce que la cuisine est basée sur les attirances, sur les répulsions de goût, mais aussi sur les attirances et les répulsions, on va dire, culturelles qui font qu'on va dans un sens ou dans un autre. Le prince Charles disait que le plat national britannique, c'était le poulet tikka masala, ce qui est sans doute vrai et qui, à mon avis, est une remarque pleine de bon sens. Ils ont une autre histoire de la gastronomie chez nos amis britanniques. Vous savez que le mot bon appétit n'existe pas en anglais, donc ça veut dire quelque chose. Pas d'anglophonie primaire, sinon nous allons reprendre d'autres débats. Ne parlons pas trop d'Europe ou de la France en l'occurrence, parce que si c'est culturel, c'est universel. Or, c'est universel. C'est que, et vraiment, je pense à tous ceux qui nous regardent et qui sont notamment dans le Sud, en Afrique, on voit bien que c'est un formidable élément de transmission, donc c'est à ce titre-là très culturel, que ça crée du lien, comme ici d'ailleurs, un lien formidable, un sujet de discussion, et qu'en plus c'est beau, c'est pictural, c'est de la peinture, c'est de l'odeur, c'est du goût. Mais c'est un objet, c'est des couleurs, c'est un objet très très raffiné et qui s'est transmis et surtout crée quand même du bonheur. Les gens se battent rarement pour un plat, donc on fait la paix. Est-ce que par exemple en Belgique on fait ce lien culture-gastronomie? Oui, mais je dirais... Ou en Suisse aussi, oui, mais il y a eu les très grands chefs. La gastronomie, c'est, on dit qu'on fait de la prose sans le savoir. Eh bien, la gastronomie, on fait de la culture en mangeant et sans le savoir. Je ne pense pas que les gens qui vont chercher un sachet de frites à la baraque à frites après le film du samedi soir, tous les jeunes que l'on voit se précipiter sur les baraques à frites vers 11h, minuit, etc., je ne pense pas qu'ils ont une démarche culturelle. Mais en même temps, oui, ils l'ont, mais sans y réfléchir. Mais ça fait partie de leur tradition, de leur identité. Et je dirais, quelle que soit leur origine. Michel. Parce que tous les Belges y vont, y compris ceux qu'on appelle les nouveaux Belges ou venus d'origine étrangère. Marocains. Mais oui, par exemple, ils vont aussi chercher leur frites. Et tant mieux. J'espère que vous révérez le couscous quand même. Évidemment. On ne fait pas de la culture en étant complètement investi, puis en se disant, en ce moment, là, ce que je fais, c'est de la culture. C'est les gestes du quotidien, c'est la vie quotidienne, c'est l'environnement dans lequel on baigne quotidien qui, au final, définit une culture. Et cette cuisine en fait forcément partie, qu'elle soit française, qu'elle soit suisse, qu'elle soit belge ou qu'elle soit des pays africains. Et la culture, c'est du temps. Et du temps dédié au repas. Oui, et là, le temps les gens s'arrêtent. Oui, mais là, le temps, le problème, c'est que c'est un rituel qui est... Heureusement, on est tout petit dans le monde. Et donc, quand vous allez au Japon, ils prennent du temps, et en Chine aussi, même s'ils mangent. Mais c'est ce qui a fait le succès de la cuisine française, c'est-à-dire qu'on prend le temps, c'est-à-dire que c'est complexe, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont raffinés, c'est des produits qui sont apprêtés, et ce sont des choses qui vont en contradiction aujourd'hui par rapport ou face à une modernisation où on va de plus en plus vite avec des produits qui sont standardisés ou dont on ne sait même pas forcément de quoi ils sont faits. Et par conséquent, c'est ce qui revalorise ou ce qui donne toute la pertinence à une démarche comme celle d'inscrire le repas gastronomique français comme étant quelque chose de culturel et à valoriser, à mon sens. Le premier tweet est un tweet du compte officiel du site de la Fête de la Gastronomie qui cite une phrase de Theodore Zeldin, donc historien anglais. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. On continue avec Virginie qui a retweeté l'info dont nous avons parlé et qui semble avoir amusé. Info donnée sur le site France TV. Les Belges militent pour l'inscription de la frite au patrimoine culturel de l'humanité. Et on termine par un tweet d'Olivier qui nous informe que l'ouverture de la Cité de la Gastronomie est programmée à Dijon pour 2018. Voilà, je vais vous épargner évidemment après ces tweets mon coup de cœur étant donné l'état de mon larynx. Mon cher Michel. Vous avez discuté dans une première partie de l'émission de littérature africaine. Alors mon coup de cœur, il est de cet ordre-là. Il s'agit du dernier roman de Max Loeb en Europe ou Lobé en Afrique. C'est selon la prononciation. Ça s'appelle La Trinité Bantou. C'est paru aux éditions Zoé. Et ça raconte bien ce dont vous avez parlé en première partie, c'est-à-dire la vie d'un Africain qui est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, qui en a une dizaine de plus maintenant,
Et il raconte cette double expérience sienne en parlant de la Suisse, en parlant de son Cameroun imaginaire, puisqu'il parle du Bantouland en l'occurrence. Et ce que j'ai trouvé fort pertinent dans son livre, même s'il n'a pas la patte de fiston à Mwana Mujila, dont vous avez également parlé tout à l'heure, au niveau stylistique, eh bien, c'est cette acuité qu'il a à décrire les deux sociétés, c'est-à-dire les deux groupes, c'est-à-dire quand il parle de la communauté africaine en Europe et notamment en Suisse, eh bien, pour l'avoir côtoyé abondamment de ma part, eh bien, je m'y retrouve. Et puis quand il parle de la Suisse et de la façon dont la Suisse est vécue par lui, immigré, mais aussi tel qu'on peut se l'imaginer, ben, c'est pertinent aussi, c'est un joli regard, et puis qui va au-delà de simplement une analyse sociétale, puisqu'il parle aussi des rapports mère-fils, puisqu'il parle de la maladie de sa mère et comment il l'appréhende et comment il la vit. C'est un très joli bouquin, La Trinité Bantou, Max Lob ou Lobé, aux éditions Zoé. Et pour l'avoir reçu dans le 64 minutes, il regarde très souvent de son vidéo de critique, donc il doit être ravi, Max Lob. Donc moi, c'est 100 chansons censurées d'Emmanuel Pierrat et Aurélie Sfez. Donc en fait, il est revenu, alors, donc Emmanuel Pierrat, il est allé à Radio France et donc il a fait vraiment une plongée dans tous ces titres qui ont été censurés. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que certains sont censurés d'une manière, comment dire, assez évidente parce que ça parle trop de sexe ou de religion ou de drogue. J'ai appris par exemple que Pierre Perret avait été censuré pour les colonies de vacances, que Yvonne de Gaulle disait que franchement faire pipi dans le lavabo, c'était pas possible. Donc il fallait qu'ils toussent à ce moment-là, pour elle notamment. Donc un petit Français ne devait pas faire ça. Donc on lui a demandé de tousser et il a refusé. Donc il a été interdit d'ondes. Après, il y a d'autres censures qui sont un peu plus, comment dire, étonnantes. Lors de la guerre du Golfe, là, il y a eu une censure par rapport aux chansons. Par exemple, Gabi au Gabi. À un moment, Bachung parle des golfs pas très clairs, censuré. Ça n'avait rien à voir avec la choucroute, mais voilà. J'ai vu la guerre de Niagara, pareil. Et on dirait le Sud, alors le Sud de Nino Ferrer, que vous voyez ici, ça a été censuré. Non pas pour la chanson qui n'a absolument rien de répréhensible, mais pour la couverture de l'album. Pourtant. Voilà, c'est ça. Donc non, alors la jeune femme, la jolie mannequin nue et noire à côté, c'était pas possible. Donc après, ils ont fait une couverture avec juste les têtes. Mais donc pas sûr que ça passerait aujourd'hui non plus. Non plus, pour d'autres raisons, je pense. Pour d'autres raisons, donc, oui, voilà, donc je vous le conseille, c'est assez drôle. Comme ça, vous pouvez aussi réécouter des titres. J'ai aussi découvert que les frères Jacques étaient subversifs. Voilà. Olivier. Alors moi j'ai passé des fêtes mélancoliques et alors tout m'a tourné vers la nostalgie. Là vous avez parlé de choses qui viennent de sortir. J'avais en tête un mot pour un titre de roman qui était des diamants et de la rouille. Et je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Et donc je tape ça sur internet et je vois traduction Diamonds and Rust. Et j'ai réécouté, et vraiment que tous nos téléspectateurs s'y mettent tout de suite, réécouter une chanson de 1976 de John Baez, Diamond and Rust, qui est absolument magnifique. C'est une très belle chanson d'amour. Elle raconte la fin de son histoire d'amour avec Bob Dylan. Résultat, j'ai passé mes fêtes à écouter John Baez et Bob Dylan. Et vous avez pleuré? Oui, j'étais très triste. C'est pas très francophone, mais je vais vous suivre. C'est vrai. Eh bien, musique toujours. Si je vous dis l'amour est enfant de Bohème, vous me répondez Carmen. Évidemment. Alors, il y a deux spécialistes, deux musicologues, des spécialistes de l'opéra du 19e siècle, Hervé Lacombe et Christine Rodriguez, qui ont écrit chez Fayard La Habanera de Carmen. Ils en ont fait l'histoire tout au long de ces décennies, parce que cet air a continué à être décliné un peu partout dans le monde, jusqu'à Stromae, qui en a fait une interprétation que l'on peut trouver, qui est absolument stupéfiante. Non, mais Bizet est belge, tout à fait. Par sa mère. Et en tout cas, c'est chez un Espagnol qu'il est allé pomper, si j'ose dire, l'air d'origine, parce qu'il n'en est pas vraiment l'auteur. Il est allé s'inspirer. Comme quoi le métissage existait bien. Oui, voilà, évidemment. Et de toute façon, l'art, c'est aussi aller voir un peu ce que font les autres. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc c'est un ouvrage tout à fait passionnant, à la fois historique et très contemporain, quand même sur un tube, pour rester dans le ton de ce qu'on disait avant, un tube classique absolument phénoménal. Mais c'est un ouvrage qui se lit de façon absolument passionnante, même si à l'origine il est un peu scientifique. Voilà, avant de vous quitter, juste un petit mot, puisque Olivier vous parlait d'une œuvre qui n'a aucun rapport avec la francophonie. Je vais en citer une autre sans m'étendre. C'est Norman Mailer a écrit en 1984 une parodie de roman policier qui s'appelle Les vrais durs ne dansent pas, qui est un roman dément, parce qu'on parlait de Houellebecq la semaine dernière, dans La Provocation. Et alors là, c'est la plus grande déglingue de l'Amérique telle qu'elle existe. L'histoire, en 2 mots, un type complètement alcoolique est quitté par sa femme. Et puis, donc, après une grande période de solitude, il va dans un bar, dans une ville donc, de la côte est des États-Unis, extrêmement chic. Et il tombe sur un type qui a un costume d'avocat international, avec une fille, genre Marilyn Monroe sur la fin, complètement déglinguée comme ça. Et il s'emmerde tellement qu'il entame la conversation avec eux. Il rentre chez lui, archi bourré, et il trouve la tête de sa femme coupée
dans la salle de bain. Ça commence comme ça. Et après, vous avez la plus belle cohorte de junkies, de boxeurs à la retraite, de gangsters, de musique, de sexualité. Houellebecq est un enfant à côté de Norman Mailer à propos de la sexualité, de refus du féminisme. Il était connu pour ça aussi, Norman Mailer. Houellebecq, là encore, est aussi un petit peu un enfant. Les vrais durs ne dansent pas, c'est dans toutes les bonnes collections de poches. Vous nous faites la Marilyn Monroe déglinguée, là La Marilyn Monroe déglinguée. La scène est inouïe parce qu'elle trouve que le type est quand même pas mal, celui dont la femme a disparu, et elle s'emmerde avec l'avocat. Donc par-dessus l'avocat, il commence à... Non, c'est absolument génial. Norman Mailer. J'étais ravi, malgré ma voix, de vous accompagner comme toutes les semaines. On s'amuse beaucoup dans 200 millions de critiques et on se retrouve tous les 4, évidemment, prochainement. Ciao. Bye bye. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call.